17 janvier 1944. Caen, Normandie. 4h47 du matin. La pluie hivernale tombait en rideaux froids et persistants sur les rues pavées de Caen, tambourinant contre les volets clos et s'accumulant dans les vieilles gouttières d'une ville qui avait connu d'autres guerres. Dans un immeuble en pierre près de la rue Saint-Pierre, où l'odeur du plâtre mouillé se mêlait à celle, plus légère, de la fumée de charbon, un homme nommé René Duché était assis à une table en bois, sous la lumière vacillante d'une unique bougie. Ses mains, tachées d'encre et de poussière de ciment, tremblaient légèrement tandis qu'elle lissait doucement une feuille de papier trop précieuse pour être froissée, trop dangereuse pour être possédée. Le document mesurait 42 cm sur 37, un plan technique dessiné avec une précision allemande, montrant des coupes transversales, des mesures et des spécifications structurelles. Il portait le tampon de l'organisation Todt, le gigantesque corps de construction du Troisième Reich. Dehors, le couvre-feu maintenait la ville dans le silence. À l'intérieur, René savait que ce qui se trouvait devant lui pouvait changer le cours de l'histoire, ou mettre fin à sa vie avant le lever du jour. Le plan représentait quelque chose que les Alliés avaient désespérément besoin de voir, les fortifications du mur de l'Atlantique d'Hitler. Non pas la version de la propagande montrée dans les actualités, ces photographies mises en scène de bunkers impressionnants et de soldats souriants, mais les véritables plans d'ingénierie, avec leurs points faibles, leurs angles de tir, l'épaisseur des murs et l'emplacement exact des positions d'artillerie le long de la côte normande. René l'avait volé quelques heures plus tôt du chantier, même où il travaillait comme peintre en bâtiment, un métier modeste qui lui donnait accès à des endroits où la plupart des Français ne pourraient jamais entrer. Maintenant, alors que la cire de la bougie s'accumulait et durcissait sur le bord de la table, il était confronté à une question impossible. Comment un seul homme, piégé dans une ville occupée, grouillant de patrouilles allemandes, de points de contrôle de la Wehrmacht et d'informateurs de la Gestapo, peut-il transporter un document de cette taille et de cette importance sur 200 kilomètres de territoire hostile pour atteindre les réseaux de la résistance qui pourraient le transmettre à Londres? La réponse exigerait une audace frôlant la folie, une succession de tromperies et une volonté de traverser directement le rouage de l'occupation nazie en transportant l'information même qui pourrait le démanteler. Mais pour comprendre comment René Duché en vint à posséder des renseignements aussi explosifs et pourquoi il était prêt à tout risquer pour les livrer, il nous faut revenir au printemps 1942, quand le mur de l'Atlantique était encore plus une fantaisie qu'une forteresse, et quand un peintre en bâtiment de Caen réalisa pour la première fois que son pinceau pourrait devenir une arme de guerre. Au printemps 1942, la vision d'Adolf Hitler pour la défense de la forteresse Europe s'était cristallisée en une obsession. Le front de l'Est dévorait hommes et matériel en quantité stupéfiante. La Wehrmacht saignait ses divisions dans les vastes étendues de la Russie, où l'hiver avait révélé la terrible fragilité de l'invincibilité allemande. À l'Ouest, Hitler voyait une vulnérabilité. Les îles britanniques, meurtries mais invaincues, se trouvait juste de l'autre côté de la Manche. La puissance industrielle américaine commençait à se tourner vers la production de guerre. La possibilité d'une invasion alliée menaçait comme une tempête à l'horizon. Et Hitler exigeait un mur, une barrière littérale, physique, de béton et d'acier qui s'étendrait de la Norvège à la frontière espagnole, rendant le littoral européen imprenable. Il l'appela l'Atlantic Wall, le mur de l'Atlantique. En mars 1942, la directive du Führer numéro 40 ordonna la construction de 15 000 fortifications le long de la côte ouest. Des bunkers abriteraient des pièces d'artillerie capables de détruire les flottes d'invasion alors qu'elles seraient encore en mer. Des nids de mitrailleuses créeraient des champs de tir se chevauchant sur les plages. Des obstacles seraient encastrés dans le sable et la houle. Des hérissons tchèques, des pieux en bois, des milliers de mines. Derrière cette croûte côtière,
des divisions de réserve seraient prêtes à contre-attaquer et à repousser toute force de débarquement à la mer. Le ministère de la Propagande produisait des images de ce mur pour la consommation allemande et internationale. Des photographies d'énormes canons côtiers, de fiers soldats occupant des positions imprenables, de structures en béton qui semblaient pousser organiquement depuis les falaises elles-mêmes. Le message était clair. L'invasion était impossible, le Reich était en sécurité, et toute tentative alliée se terminerait par une catastrophe. Mais la propagande et la réalité s'accordent rarement parfaitement en temps de guerre. La construction réelle du mur de l'Atlantique incomba à l'organisation Todt, nommée d'après son fondateur Fritz Todt, l'ingénieur qui avait construit le système d'autoroutes allemand avant la guerre. En 1942, l'organisation Todt était devenue un vaste empire de main-d'œuvre forcée, de matériaux réquisitionnés et de calendriers de construction accélérés. Rien qu'en France, des centaines de milliers de travailleurs, ingénieurs allemands, ouvriers français, entrepreneurs belges, prisonniers de guerre et civils réquisitionnés, peinaient pour respecter des délais impossibles. Le littoral français devint un paysage industriel fait de bétonnières, d'excavations, d'armatures en acier et de convois incessants de camions transportant des matériaux vers des plages isolées. En Normandie, cette frénésie de construction transforma de tranquilles villages de pêcheurs et stations balnéaires en zones militaires. Les Allemands réquisitionnèrent des bâtiments, déplacèrent des civils et imposèrent des protocoles de sécurité stricts autour des chantiers de construction. Pourtant, malgré ces précautions, le Reich fut confronté à un problème fondamental. Ils avaient besoin de main-d'œuvre qualifiée pour construire des fortifications sophistiquées, et cette main-d'œuvre devait provenir de la population occupée. Des Français qui connaissaient de la maçonnerie, la menuiserie, la métallurgie et la peinture furent réquisitionnés. Ils travaillaient aux côtés d'ingénieurs et de soldats allemands, et ce faisant, ils virent des choses que le Reich n'avait jamais voulu qu'ils voient. René Duché était l'un de ces Français. Né en 1906 à Caen, il avait passé sa vie dans les métiers artisanaux, apprenant la peinture, la décoration et ce genre d'attention méticuleuse aux détails qui transforme un artisan en artiste. En 1942, il avait 36 ans, était marié, père de famille, et vivait dans une ville sous occupation. Comme beaucoup à Caen, il avait d'abord essayé de traverser l'occupation en faisant profil bas, en se concentrant sur sa survie et en évitant l'attention des autorités allemandes. Mais à mesure que les mois passaient et que l'occupation s'éternisait, quelque chose changea en René. Il regardait les soldats allemands se promener librement dans des rues où les Français ne pouvaient pas se rassembler. Il voyait les cargaisons de nourriture réquisitionnées et envoyées à l'Est tandis que ses voisins souffraient de la faim. Il entendait des histoires d'arrestation, de déportation et d'exécution. L'occupation n'était pas un désagrément temporaire. C'était une négation de la souveraineté, de la dignité et de la liberté française. Lorsque l'organisation Todt commença à recruter des peintres et des décorateurs pour travailler sur les installations militaires, René y vit une opportunité. Les Allemands payaient bien, ils le devaient pour obtenir des ouvriers qualifiés, et ils donnaient accès à des zones réglementées. Plus important encore, ils avaient besoin d'ouvriers qu'ils jugeaient dignes de confiance, des hommes qui pouvaient se déplacer entre les chantiers sans éveiller les soupçons. René se porta volontaire pour ce travail, et à l'été 1942, il se retrouva à peindre des intérieurs dans des bâtiments surplombant la côte normande, retouchant des bunkers en béton et travaillant au cœur même du chef-d'œuvre défensif d'Hitler. Ce que les Allemands ne savaient ni pas, c'est que René Duché avait déjà pris contact avec la résistance. Les réseaux opérant en Normandie en 1942 étaient fragiles, constamment menacés par l'infiltration de la Gestapo et de la trahison. Ils fonctionnaient en cellules, de petits groupes qui ne connaissaient que leur contact immédiat, de sorte que si une cellule était compromise, les autres pourraient survivre. L'entrée de René dans ce monde de l'ombre fut prudente et délibérée. Il ne s'annonça pas
et ne chercha pas la gloire. Au lieu de cela, il commença à observer, à mémoriser et à rendre compte. Quand il peignait dans un bunker, il notait l'épaisseur des murs. Quand il voyait de l'artillerie être installée, il mémorisait le calibre et la position. Quand il entendait des officiers allemands discuter de plans défensifs, il archivait l'information dans son esprit et la transmettait plus tard par le biais de conversations discrètes dans des cafés, de messages codés passés par des intermédiaires et de caches sécurisées dans des lieux que seule la résistance connaissait. Pendant plus d'1 an, René opéra de cette manière, recueillant des fragments de renseignements, apportant des pièces à un puzzle plus vaste que la résistance tentait d'assembler pour les Alliés. Mais les fragments ne suffisaient pas. Les services de renseignement britanniques avaient désespérément besoin d'informations complètes sur la construction du mur de l'Atlantique. Ils devaient savoir, où les défenses étaient les plus fortes, où elles étaient les plus faibles et comment elles étaient conçues pour fonctionner. Ils avaient besoin, en substance, des plans. En janvier 1944, l'opportunité de René se présenta de la manière la plus inattendue. Il avait été affecté à un chantier de construction à Caen, un bâtiment servant de quartier général temporaire aux ingénieurs de l'organisation Todd, supervisant de multiples projets le long de la côte. Le travail était routinier: retoucher les murs, peindre les boiseries, rendre les espaces présentables pour les officiers qui allaient les utiliser. Mais l'après-midi du 16 janvier, René entra dans une pièce où un ingénieur allemand avait laissé des documents étalés sur une table à dessin. Parmi les papiers, maintenus par une tasse à café, se trouvait un grand plan technique marqué de tampons officiels et portant les détails inconfondables de coupes transversales de fortification. Le cœur de René ne s'accéléra pas. Il s'était entraîné pour des moments comme celui-ci, à rester calme, à penser clairement, à agir avec précision, plutôt qu'à paniquer. Il jeta un coup d'œil vers la porte. L'ingénieur était sorti, probablement pour une cigarette ou une conversation dans le couloir. La pièce était vide. René comprit immédiatement ce qu'il avait sous les yeux. Ce n'était pas un fragment, une rumeur ou une description de seconde main. C'était une source primaire, les plans réels que les Allemands utilisaient pour construire leur défense. S'ils pouvaient faire parvenir ce document à Londres, ils donneraient aux Alliés exactement ce dont ils avaient besoin pour planifier une invasion. Il comprit aussi que le voleur était peut-être la chose la plus dangereuse qu'il puisse faire. Si le document disparaissait, il y aurait une enquête. Les Allemands interrogeraient les ouvriers, mèneraient des fouilles et traqueraient quiconque l'aurait pris. La découverte signifierait la torture et l'exécution, non seulement pour René, mais potentiellement pour sa famille et toute personne que la Gestapo soupçonnerait de l'avoir aidé. René prit sa décision en quelques secondes. Il plia le plan avec soin, le glissa sous sa veste, sous sa salopette de peintre, et sortit du bâtiment comme si de rien n'était. L'ingénieur allemand, à son retour, remarquerait l'absence du document. Des alarmes retentiraient. Mais d'ici là, René s'était déjà évanoui dans les rues de Caen, portant un morceau de papier qui ne pesait presque rien et contenait pourtant le poids des nations. Le problème immédiat était la taille. Un plan mesurant 42 sur 37 cm ne pouvait pas être facilement dissimulé. Il ne pouvait pas être déchiré en morceaux sans détruire les détails techniques qui le rendaient si précieux. Il était impossible de le photographier. René n'avait pas accès à un appareil photo, et même s'il en avait eu un, le développement de films nécessitait un équipement et des produits chimiques que les réseaux de la résistance à Caen ne possédaient pas. Le document devait atteindre Londres intact, ce qui signifiait qu'il devait être transporté physiquement à travers la France occupée, de l'autre côté de la Manche, et remis au service de renseignement britannique. La première étape de René fut de contacter son agent de liaison de la Résistance, un homme qu'il ne connaissait que sous le nom de code Mercier. La rencontre eut lieu après la tombée de la nuit, dans un endroit choisi pour sa discrétion, un hangar de stockage derrière une épicerie fermée, où 2 hommes pouvaient monter parler sans être entendus.
Lorsque René sortit le plan et le déplia sur une caisse, la réaction de Mercier fut immédiate et viscérale. Ses mains tremblaient tandis qu'il examinait le document. Il comprit, comme René, que c'était la pièce de renseignement la plus précieuse à être sortie de Normandie depuis le début de l'occupation. Il comprit aussi que le transporter serait presque impossible. Les réseaux de la résistance en 1944 fonctionnaient sous une pression écrasante. La Gestapo avait infiltré de multiples cellules, arrêté des dizaines d'agents et exécuté ceux qu'elle jugeait les plus dangereux. La confiance était une denrée rare. Chaque courrier transportant des documents ou des messages risquait l'arrestation au poste de contrôle, où les soldats allemands fouillaient systématiquement les sacs, inspectaient les papiers et interrogeaient toute personne dont l'histoire semblait incohérente. Les Allemands avaient établi un système de passeports intérieurs, les Ausweis, qui contrôlaient les déplacements entre les villes. Voyager sans les documents appropriés était un motif d'arrestation immédiate. Voyager avec un plan militaire volé était un motif d'exécution sommaire. Le réseau de Mercier avait établi une route de courrier qui reliait Caen à Paris, et de Paris à des réseaux susceptibles de relayer le matériel vers la côte, où il pourrait être récupéré par des agents britanniques ou introduit en contrebande à bord de bateaux de pêche à destination de l'Angleterre. Mais cette route était longue, dangereuse et conçue pour de petits documents, des messages codés sur du papier à cigarette, des microfilms ou des renseignements mémorisés. Personne n'avait jamais tenté de transporter quelque chose d'aussi grand et incriminant qu'un plan grandeur nature. Le plan que Mercier et René avaient élaboré reposait sur plusieurs niveaux de tromperie, chacun conçu pour détourner l'attention allemande au moment critique. Premièrement, le plan serait caché à l'intérieur d'un paquet qui semblerait totalement anodin, quelque chose de si ordinaire que même une fouille minutieuse pourrait le négliger. Deuxièmement, le courrier ne serait pas un agent de la résistance typique, dont le passé pourrait éveiller les soupçons, mais plutôt un individu dont la couverture était irréprochable. Troisièmement, le trajet serait divisé en étapes, le document étant transmis entre plusieurs agents, de sorte qu'aucune personne ne le transporterait sur toute la distance. La solution de René pour la dissimulation était brillante par sa simplicité. Il prit le plan et le roula soigneusement en cylindre, puis l'inséra dans un tube métallique typiquement utilisé par les architectes et les ingénieurs pour transporter des dessins techniques. Ce tube, cependant, avait été modifié. René souda les deux extrémités, puis enveloppa le tube dans des couches de tissu et de papier, le déguisant en un paquet contenant des échantillons de tissu, le genre que des marchands ambulants ou des tailleurs pourraient transporter entre les villes. Le paquet était adressé à une entreprise fictive à Paris, accompagné de faux documents indiquant que le contenu était des marchandises commerciales, exemptées d'inspection militaire. La coursière choisie pour le premier tronçon du voyage était une femme nommée Jeanne. Son vrai nom a été perdu dans l'histoire, occulté par le secret qui protégeait les agents de la résistance, même après la guerre. Ce que l'on sait, c'est que Jeanne travaillait comme couturière à Caen et avait des raisons de se rendre occasionnellement à Paris pour se procurer des matériaux pour son commerce. Elle avait déjà fait le trajet et ses papiers étaient en règle. Plus important encore, elle avait un talent pour la mise en scène, la capacité d'adopter un personnage si convaincant qu'elle pouvait passer les postes de contrôle sans éveiller les soupçons. Pour les Allemands qui tenaient les barrages routiers, elle n'était qu'une femme travailleuse, essayant de gagner sa vie en des temps difficiles. Le matin du 20 janvier, Jeanne monta à bord d'un train à la gare de Caen, portant une petite valise et le paquet dissimulé contenant le plan. Le train était bondé de civils, de soldats allemands en permission et de fonctionnaires voyageant pour les affaires du Reich. À chaque arrêt majeur, la police militaire allemande montait à bord du train et effectuait des inspections. Il était demandé aux passagers de présenter leurs papiers, d'expliquer leur voyage et d'ouvrir leurs bagages pour examen. L'histoire de couverture de Jeanne était simple. Elle se rendait à Paris pour rencontrer un fournisseur de tissus et reviendrait dans 3 jours. Son Ausweis était légitime, ses papiers en règle.
Lorsqu'un officier allemand demanda à inspecter sa valise, elle l'ouvrit sans hésitation, révélant des vêtements soigneusement pliés, des fournitures fournitures de couture et le paquet d'échantillons de tissu. L'officier jeta un coup d'œil au contenu, hocha la tête et passa à autre chose. Il n'ouvrit jamais le paquet. Jeanne arriva à Paris le soir du 20 janvier et livra le paquet à son contact, un homme nommé Philippe, qui opérait depuis une librairie du quartier latin. Le rôle de Philippe dans le réseau était celui de point de relais, quelqu'un qui pouvait garder des matériaux temporairement et les transmettre au prochain courrier lorsque l'occasion se présentait. Il cacha le paquet dans l'arrière-boutique de la librairie, derrière des piles de volumes invendus, et attendit les instructions de Londres. La communication avec les services de renseignement britanniques se faisait par transmission radio, l'une des activités les plus dangereuses entreprises par la Résistance. Les opérateurs radio, les pianistes, comme on les appelait, travaillaient dans la peur constante d'être détectés. Les Allemands utilisaient des équipements de radiogoniométrie pour localiser les émetteurs clandestins, et l'espérance de vie moyenne d'un opérateur radio en France occupée se comptait en mois. Mais les radios étaient essentielles, le seul moyen de coordonner avec Londres en temps réel. Le réseau de Philippe comprenait un opérateur radio nommé Gaston, qui transmit un message codé au Special Operations Executive britannique, le SOE, les informant que des renseignements cruciaux étaient disponibles pour être récupérés à Paris. La réponse de Londres arriva dans les 48 heures. Le SOE avait établi un réseau d'agents en France, y compris des pilotes qui effectuaient des missions clandestines à la faveur de l'obscurité, atterrissant dans des champs isolés pour récupérer ou livrer du personnel et du matériel. L'opération prévue pour le plan était ambitieuse. Un avion Lysander, un petit avion britannique conçu pour les décollages et atterrissages courts, volerait de l'Angleterre vers un champ en dehors de Paris, récupérerait le paquet et reviendrait avant l'aube. L'opération était prévue pour la nuit du 27 janvier, si le temps le permettait. Mais le temps ne le permit pas. Un système orageux traversa le nord de la France le 27, clouant les vols au sol et forçant un retard. Puis, des renseignements parvinrent au réseau selon lesquels la Gestapo avait arrêté un agent de la Résistance à Lyon, quelqu'un qui pourrait, sous l'interrogatoire, révéler des liens avec le réseau parisien. La panique se propagea dans les cellules. Si la Gestapo remontait vers le nord, la librairie de Philippe risquait d'être compromise. La décision fut prise de déplacer à nouveau le paquet vers un endroit plus sûr à la campagne, loin de Paris et de sa surveillance allemande croissante. Le nouveau courrier était un homme plus âgé nommé Claude, qui travaillait comme jardinier dans un domaine en dehors de Versailles. Ses déplacements entre Paris et la campagne étaient routiniers, faisaient une partie de son travail et étaient peu susceptibles d'attirer l'attention. Le 1er février, Claude récupéra le paquet auprès de Philippe, le plaça dans un sac de jardinage aux côtés d'outils et de paquets de graines et s'éloigna de la ville à vélo le long de routes surveillées par les patrouilles allemandes. À un poste de contrôle, un jeune soldat de la Wehrmacht l'arrêta et lui demanda ce qu'il transportait. Claude, avec l'aisance rodée de quelqu'un qui avait raconté le même mensonge de nombreuses fois, expliqua qu'il transportait des fournitures pour le domaine de son employeur. Le soldat jeta un coup d'œil aux outils de jardinage, ne vit rien d'intéressant et lui fit signe de passer. Claude livra le paquet à une ferme située à 20 km de Versailles, où il fut caché dans une grange sous des bottes de foin. Il y attendit plus d'une semaine pendant que le SOE planifiait une nouvelle extraction. Le retard fut angoissant pour toutes les personnes impliquées. Chaque jour où le plan restait en France était un jour de plus où il pouvait être découvert. Chaque jour augmentait le risque que quelqu'un dans la chaîne, René, Jeanne, Philippe, Claude, soit arrêté et forcé de révéler ce qu'il savait. Dans la nuit du 9 février, les conditions étaient enfin réunies. Le temps s'éclaircit, la lune était absente, et le SOE confirma qu'un Lysander tenterait la récupération. Le site d'atterrissage était un champ choisi avec soin pour son isolement, loin des garnisons allemandes, accessible par des chemins de terre, et suffisamment grand pour les exigences d'atterrissage court du Lysander.
Le comité d'accueil était composé de 4 membres de la résistance qui arrivèrent sur le terrain après minuit, munis de lampes de poche pour marquer la zone d'atterrissage. Ils attendirent en silence, l'écoute du bruit du moteur de l'avion fendant la nuit d'hiver. Le Lysander apparut à 1h30 du matin, une ombre se déplaçant bas. Au-dessus de la cime des arbres, son moteur ralentit pour réduire le bruit. Le pilote fit un seul passage au-dessus du champ, confirma les feux de signalisation et posa l'avion dans un atterrissage qui dura moins de 30 secondes. L'appareil roula jusqu'à l'arrêt, et le pilote maintint le moteur en marche pendant que le paquet lui était tendu par le cockpit. Aucun mot ne fut échangé. Le Lysander était de nouveau en vol en moins d'1 minute, grimpant à pic dans l'obscurité et tournant vers l'ouest en direction de la Manche. À l'aube, le plan était en Angleterre. À midi, il était sur un bureau au quartier général du Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, le chef, où planificateurs et ingénieurs l'examinèrent avec un mélange d'étonnement et de soulagement. Là, présenté avec une précision technique détaillée, se trouvait exactement ce dont ils avaient besoin. Les spécifications des fortifications allemandes le long de la côte normande, y compris les points faibles du béton, les angles optimaux pour les bombardements et les positions de l'artillerie qui devraient être neutralisées avant que les péniches de débarquement n'approchent des plages. Les renseignements tirés du plan de René Duché influencèrent la planification finale de l'opération Overlord, le débarquement du jour J. Il confirma que certaines sections de la côte normande étaient plus lourdement défendues que d'autres, orientant les planificateurs vers des plages comme Omaha et Utah, où les défenses, bien que redoutables, n'étaient pas insurmontables. Il fournit des données sur l'épaisseur des murs qui aidèrent à déterminer la taille des charges explosives nécessaires pour percer les bunkers. Il donna aux bombardiers alliés des coordonnées spécifiques pour les bombardements de pré-invasion. Dans la vaste machinerie de la planification de l'invasion, où des milliers de fausses d'informations étaient assemblées pour former une image cohérente, le plan de René était une pièce, mais une pièce qui avait une importance capitale. René Duché n'a pas su tout de suite que son plan était parvenu à Londres. La résistance fonctionnait sur le principe du « besoin d'en connaître », et une fois qu'il avait transmis le document à Mercier, son rôle s'était terminé. Il est retourné à son travail de peintre, a continué sa vie sous l'occupation, et a attendu, comme tous les Français, la libération. Il ne cherchait ni la reconnaissance ni la gloire. Il avait fait ce qu'il croyait nécessaire, et c'était suffisant. Mais faire ce qui était nécessaire eut un prix. La disparition du plan déclencha une enquête de l'organisation Todt et de la Gestapo. Les ingénieurs allemands examinèrent bien qui avait eu accès à la pièce où le document avait été entreposé. Ils interrogèrent des ouvriers, menèrent des perquisitions et renforcèrent la sécurité sur les chantiers de construction à travers la Normandie. René savait qu'il était sous surveillance. Il le sentait dans le regard des officiers allemands, dans les questions qu'on lui posait, dans les nouvelles restrictions imposées à ses déplacements. Il savait aussi que si la Gestapo concentrait son attention spécifiquement sur lui, il ne survivrait pas à l'interrogatoire. En mars 1944, René prit la décision d'entrer dans la clandestinité. Avec l'aide de la résistance, il quitta Caen et s'installa dans une série de refuges à la campagne, ne restant jamais plus de quelques jours au même endroit. Il devint un fantôme, un homme sans adresse fixe, vivant de la charité et du courage d'inconnus qui risquaient leur vie pour l'abriter. Sa famille resta à Caen, un fait qui le rongeait constamment. Il ne pouvait pas les contacter, ne pouvait pas assurer leur sécurité, ne pouvait même pas leur faire savoir qu'il était encore en vie. La séparation fut une blessure qui ne se referma jamais. Les mois qui suivirent furent une sorte de purgatoire. René entendit des rumeurs selon lesquelles les Alliés préparaient une invasion, que quelque chose de monumental se préparait. Mais comme tous les autres en France occupés, il ne pouvait qu'attendre et espérer. Début juin, débutèrent les rapports d'une activité aérienne alliée inhabituelle, de bombardements massifs le long des côtes,
de mouvements d'unité allemande vers des positions défensives. Puis, au matin du 6 juin, la nouvelle arriva. Les Alliés avaient débarqué en Normandie. L'invasion que René avait contribué à rendre possible était en cours. Des milliers de navires traversèrent dans la Manche, transportant des centaines de milliers de soldats vers des plages fortifiées, selon les plans que René avait vus, touchés et volés. Le mur de l'Atlantique, malgré tout son béton et son acier, ne put arrêter la marée. Les fortifications furent percées. Les plages sécurisées, et la libération de la France commença pour de bon. René sortit de la clandestinité après la libération de Caen en juillet 1944. Il retourna dans une ville meurtrie par la bataille, des quartiers entiers réduits en ruines par les bombardements, des rues criblées de cratères d'artillerie, des bâtiments évidés par le feu. Mais c'était une ville libre, non plus occupée, non plus sous la botte du Reich. René retrouva sa famille, reprit sa vie et tenta de retrouver la normalité qu'il avait perdue des années auparavant. Il ne parla pas publiquement de son rôle dans le vol du plan. La résistance, même après la libération, maintenait son secret. Trop d'agents étaient encore en danger, menacés par des collaborateurs cherchant vengeance ou par des procédures judiciaires visant à distinguer les patriotes des traîtres. La contribution de René ne fut connue que d'un cercle restreint de personnes qui comprenaient ce qu'il avait fait et pourquoi c'était important. Ce n'est que des décennies plus tard, bien après la fin de la guerre, que l'histoire de René Duché commença à émerger. Des historiens étudiant la résistance découvrirent des documents, interviewèrent des survivants et reconstituèrent le réseau qui avait exfiltré le plan de France. René fut contacté par des chercheurs et invité à partager son témoignage. Il fut d'abord réticent. Il avait mené une vie tranquille, sans jamais chercher les feux de la rampe, mais finalement, il accepta de raconter ce qu'il savait. En 1993, près de 50 ans après les faits, René Duché fut honoré par le gouvernement français et par des associations d'anciens combattants alliés. Il reçut des médailles, des distinctions et la reconnaissance d'une nation reconnaissante. Mais peut-être plus significatives encore pour lui furent les lettres qu'il reçut de soldats ayant débarqué sur les plages de Normandie, des hommes qui lui disaient que les renseignements qu'il avait fournis les avaient aidés à survivre, avaient donné aux commandants les informations dont ils avaient besoin pour planifier les itinéraires et les tactiques, avaient contribué au succès d'une invasion qui changea le cours de la guerre. René Duché mourut en 2002 à l'âge de 96 ans. Ces nécrologies le décrivirent comme un héros de la résistance, un homme dont le courage et l'ingéniosité avaient porté un coup à la tyrannie quand de tels coups étaient désespérément nécessaires. Mais ceux qui le connaissaient le mieux dirent qu'il ne s'était jamais vu ainsi. Pour René, il avait simplement fait ce que toute personne décente ferait face à l'occupation et à l'injustice. Il avait vu une occasion d'aider, et il l'avait saisie, quels que soient les risques. L'histoire de la manière dont un simple plan a voyagé d'un chantier de construction à Caen jusqu'aux salles de planification du quartier général allié est, à première vue, une histoire d'audace logistique, de courriers et de codes, de paquets cachés et de vols de nuit. Mais sous cette surface se cache quelque chose de plus profond, quelque chose qui parle de la nature même de la résistance. René Duché n'était pas un soldat. Il n'avait aucune formation officielle en espionnage, aucune connexion avec les renseignements militaires avant la guerre. C'était un peintre en bâtiment, un artisan, un homme dont les compétences impliquaient des pinceaux, des échafaudages et le souci du détail. Ce qui le transforma en agent de la résistance n'était pas une qualité extraordinaire qu'il possédait de naissance, mais plutôt un choix qu'il fit. Un choix de voir l'occupation non pas comme un fait immuable de la vie, mais comme une injustice qui pouvait et devait être combattue. Ce choix fut reproduit des milliers de fois à travers l'Europe occupée. Rien qu'en France, des centaines de milliers de gens ordinaires s'engagèrent dans des actes de résistance, certains spectaculaires, d'autres discrets, tous dangereux. Ils cachèrent des idiotes sales et qu'ils cachèrent des aviateurs alliés, sabotèrent des lignes de chemin de fer, imprimèrent des journaux clandestins,
transmirent le camp des renseignements et irritèrent des réfugiés. Ils firent cela sachant que la découverte signifiait la mort, que la Gestapo était impitoyable, que la collaboration était généralisée et que la confiance était belle, fragile. Ils le firent quand même. Car ne rien faire, c'était accepter l'anéantissement de leur dignité, de leur souveraineté et de leur humanité. Le plan que René vola devint le symbole de quelque chose de plus grand que son contenu technique. Il représentait l'idée que même les structures de pouvoir les plus formidables, les fortifications en béton du mur de l'Atlantique d'Hitler, la vaste machinerie de l'effort de guerre du Reich, étaient vulnérables face à des gens ordinaires agissant avec courage et détermination. Le mur de l'Atlantique fut conçu par des ingénieurs, construit par des ouvriers et défendu par des soldats. Mais il pouvait être sapé par un peintre en bâtiment à l'œil aiguisé et prêt à tout risquer. Le voyage du document révéla également l'extraordinaire réseau de coopération qui soutenait les mouvements de résistance. Chaque personne qui toucha le plan, Jeanne, Philippe, Claude, Gaston, le pilote du Lysander, faisait partie d'une chaîne, et la chaîne ne tint que parce que chaque maillon faisait confiance au suivant. Cette confiance ne fut pas accordée à la légère. La résistance vivait dans la peur constante de la trahison, des infiltrés, des personnes honorables brisées par la torture et forcées de révéler ce qu'elles savaient. Le fait que le plan soit arrivé intact à Londres, qu'aucun maillon de la chaîne n'ait été arrêté pendant l'opération, témoigne de la discipline et du courage de toutes les personnes impliquées. Quand les Alliés débarquèrent sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, ils le firent armés d'informations qui réduisaient l'incertitude et sauvaient des vies. Ils savaient où étaient positionnées les défenses les plus solides. Ils connaissaient l'épaisseur des murs des bunkers et le calibre de l'artillerie côtière. Ils le savaient, parce que René Duché avait vu les plans et avait choisi de les voler, et parce qu'un réseau de gens ordinaires avait choisi de risquer sa vie pour faire parvenir ses plans en Angleterre. L'invasion réussit pour de nombreuses raisons. La supériorité numérique, la suprématie aérienne, la puissance navale, la bravoure des soldats qui avancèrent dans les flots sous un feu nourri. Mais elle réussit aussi grâce aux renseignements, grâce aux connaissances accumulées par les réseaux de résistance à travers l'Europe occupée, et grâce à des individus comme René qui comprenaient que la liberté n'est pas un cadeau octroyé par d'autres, mais une condition pour laquelle il faut se battre et que doivent défendre ceux qui refusent de vivre sous la tyrannie. Dans les décennies qui suivirent la guerre, alors que les historiens étudiaient les opérations de renseignement qui précédèrent le jour J, ils découvrirent un réseau vaste et complexe d'espionnage, de reconnaissance et d'activités de résistance. Des milliers de documents, photographies, cartes et rapports circulaires de l'Europe occupée vers Londres dans les années et les mois précédant l'invasion. Certains arrivèrent par des canaux officiels, des agents parachutés par le SOE, des vols de reconnaissance au-dessus de la côte, des communications allemandes interceptées et décryptées à Bletchley Park. Mais une grande partie des renseignements les plus précieux provint de la résistance, de personnes qui vivaient sous l'occupation et voyaient des choses que les Allemands n'avaient jamais voulu qu'elles voient. Le plan de René Duché fut une contribution parmi tant d'autres, mais ce fut une contribution importante. Par la précision de ses détails, il donna confiance aux planificateurs alliés. Par le courage requis pour le voler et le transporter, il incarna l'esprit de résistance qui anima des millions de personnes à travers l'Europe. Et par le succès de l'invasion qu'il contribua à rendre possible, il démontra que même dans les heures les plus sombres, quand la tyrannie semblait triompher et que la liberté semblait lointaine, des gens ordinaires pouvaient changer le cours de l'histoire. Il existe une photographie de René Duché prise tard dans sa vie, bien après la guerre, bien après les médailles et les cérémonies. Sur la photographie, il est un vieil homme, aux cheveux blancs, assis dans une pièce modeste, entouré de souvenirs, photographies, documents, lettres. Son expression est difficile à déchiffrer.
Elle n'est ni triomphante ni fière au sens conventionnel. C'est peut-être l'expression de quelqu'un qui a traversé quelque chose d'extraordinaire et en est sorti avec la compréhension de ce qui fut perdu et de ce qui fut gagné, de ce qui fut sacrifié et de ce qui fut sauvé. Lorsqu'on lui demanda dans une interview comment il avait trouvé le courage de voler le plan, connaissant les conséquences s'il était pris, la réponse de René fut simple. « Je n'ai pas pensé au courage. J'ai pensé à ce qu'il fallait faire. Les Allemands construisaient un mur pour nous maintenir en esclavage. J'ai eu l'occasion de leur montrer qu'aucun mur n'est imprenable, qu'aucune occupation n'est permanente. Alors j'ai pris les plans et je les ai donnés à des gens qui pouvaient les utiliser. C'est tout. C'est tout. Et pourtant, dans cette simplicité, dans ce refus de revendiquer l'héroïsme ou l'exceptionnalisme, réside la vérité profonde de la résistance. René Duché ne se voyait pas comme quelqu'un d'extraordinaire. Il se voyait comme un homme qui avait la responsabilité d'agir quand l'action était nécessaire. Et parce qu'il a agi, parce que d'autres ont agi à ses côtés, parce qu'un réseau de gens ordinaires a choisi de tout risquer au service de la libération, le mur de l'Atlantique s'est tombé. L'invasion a réussi et l'arc de l'histoire s'est incliné, si lentement soit-il, vers la justice. Le tube métallique qui contenait le plan, modifié, scellé et déguisé en paquets d'échantillons de tissu, a survécu à la guerre. Il est revenu en France des années plus tard et a finalement trouvé sa place dans un musée de Caen, où il est exposé aux côtés d'autres objets de la Résistance. Les visiteurs qui le découvrent pourraient s'étonner de son aspect ordinaire, de la simplicité de sa fabrication. Un tube, du tissu, des faux papiers. Rien en lui ne suggère le poids qu'il a porté, la distance qu'il a parcourue ou les vies qu'il a influencées. Mais c'est là la nature de la résistance. Elle opère dans l'ordinaire, déguisée en quotidien, cachée à la vue de tous. Elle est portée par des couturières, des jardiniers et des peintres en bâtiment, par des gens dont l'histoire pourrait oublier les noms, mais dont les actions résonnent à travers les générations. Elle est saisie et nourrie non pas par de grands gestes, mais par de petites décisions prises dans des moments silencieux. La décision de voler un document, de transporter un colis, de cacher un réfugié, de dire non quand la collaboration aurait été plus facile et plus sûre. Le mur de l'Atlantique tient encore debout par endroits. Ses bunkers de béton patinés par des décennies de vent et de pluie, ses emplacements de tir vides et silencieux. Des touristes se promènent le long des plages de Normandie, visitant des mémoriaux et des cimetières, essayant d'imaginer ce qui s'est passé là-bas un matin de juin 1944. Les fortifications sont un rappel de la guerre, mais elles sont aussi un rappel des limites du pouvoir. Hitler croyait que le béton et l'acier pouvaient rendre toute invasion impossible. Il avait tort. Le mur est tombé non pas parce qu'il était mal construit, mais parce qu'il a été construit par des hommes et des femmes qui en ont compris le but, perçu les faiblesses et choisi d'agir. L'histoire de René Duché est l'une parmi des milliers, chacune unique, chacune essentielle. Ensemble, elles forment une mosaïque de résistance, un témoignage de ce que des gens ordinaires peuvent accomplir lorsqu'ils refusent d'accepter la tyrannie comme inévitable. Le plan qu'il a volé était un morceau de papier, un dessin technique, un ensemble de lignes et de mesures. Mais entre les bonnes mains, au bon moment, il est devenu bien plus. Il est devenu une arme contre l'oppression, un outil de libération, un témoignage de l'idée que même les murs les plus puissants peuvent être franchis par ceux qui ont le courage d'essayer. Ainsi, l'histoire du peintre en bâtiment de Caen qui est entré dans un bureau allemand et en est ressorti avec un plan qui allait contribuer à changer le cours de la guerre, perdure. Elle perdure non pas parce qu'elle est unique, mais parce qu'elle est emblématique. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement façonnée par les généraux et les politiciens, par les armées et les gouvernements, mais par des individus qui, à des moments clés, décident de ne pas être de simples spectateurs de l'injustice,
Elle nous rappelle que la résistance n'est pas l'apanage des seuls héros, mais la responsabilité de quiconque valorise la liberté, la dignité et le droit de vivre sans crainte. Au final, René Duché n'a pas vaincu le Troisième Reich. Aucune personne seule n'aurait pu le faire, mais il a contribué à sa défaite et ce faisant, il a affirmé une vérité que les tyrans de l'histoire ont toujours eu du mal à étouffer, que le pouvoir, aussi écrasant qu'il puisse paraître, est vulnérable à l'action collective de gens ordinaires qui refusent de se soumettre. Que les murs, aussi épais soient-ils, peuvent être minés. Que les plans, aussi secrets soient-ils, peuvent être volés. Et que la libération, aussi lointaine qu'elle paraisse, est toujours à portée de main pour ceux qui sont prêts à tout risquer pour l'atteindre. La pluie tombe toujours sur les rues de Caen, tambourinant contre des pavés qui ont été témoins de siècles d'histoire. La ville a été reconstruite, les cicatrices cessent de la guerre s'estompant lentement sous les nouvelles constructions et la vie moderne. Mais quelque part dans ces rues, dans la mémoire de ceux qui restent, l'histoire d'un peintre en bâtiment et d'un plan volé perdure. Un témoignage silencieux de courage, de résistance et du pouvoir durable des gens ordinaires à changer le monde.